Ça, c'est ce que je dois lire pour préparer l'agrégation de lettres modernes 2024. Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tant attendue où je vais commenter le programme de l'agrégation de lettres, donc le programme de la session 2024. Je m'engage l'année prochaine pour l'agrégation de lettres. C'est un concours comme le CAPES de lettres modernes, comme l'ENS. Comme tout concours, il y a un programme, 8 mois pour le préparer. Le programme sort généralement en avril de l'année précédente pour préparer les écrits qui ont lieu en mars et les oraux qui ont lieu en juin de l'année suivante, donc ça fait un très court laps de temps pour tout le travail qui nous est demandé. Mais encore une fois, c'est un concours, c'est fait pour sélectionner, pour éliminer. J'ai donc regardé le programme de l'agrégation dès sa parution en avril 2023 et là j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'œuvres que je n'en avais déjà au CAPES, mais aussi à l'ENS. Énormément de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, au CAPES j'avais 6 œuvres à préparer sur 2 ans, donc ça va. Et à l'ENS on avait généralement 4 ou 5 œuvres à préparer en un an, donc c'était encore jouable également. Là, tenez-vous bien, il y a 3 programmes de littérature, donc un qui est commun avec les autres agrégations de lettres, donc grammaire et lettres classiques, et 2 de littérature comparée, ce qui nous fait un ensemble de 13 livres, dont certains font plus de 800 pages, donc autant vous dire que c'est le bazar dans mon esprit. Je m'y suis prise assez tôt en avril, là il me reste encore 2 à finir sur toute cette pile, donc je suis assez contente, mais en même temps il y en a que j'ai lu vraiment en diagonale et qu'il va falloir que je revienne dessus. J'en ai un aperçu assez complet pour vous parler de tous ces ouvrages et vous dire ce que j'en pense, mes a priori, mais aussi après lecture ce que ça a donné. On va commencer sans plus tarder par le programme de tronc commun. En tronc commun, pour l'agrégation de lettres modernes comme de lettres classiques comme de l'agrégation de grammaire, on a le même programme d'œuvres sur lequel va porter une dissertation, à l'écrit et à l'oral une épreuve il me semble. Ce programme il est assez défini dans la mesure où il y a une œuvre ou un auteur par siècle, donc je trouve ça, pour moi qui adore l'ordre et la chronologie, relativement bien fait. Pour le Moyen-Âge, on a tout d'abord, que je le retrouve, ah oui voilà, les fabliaux du Moyen-Âge. C'est un ensemble de courts textes, parce que les fabliaux ce sont de courts textes narratifs, mais écrits en vers, donc là vous avez la version en ancien français et là la version en prose en français moderne. Et courts textes qui sont parfois anonymes, parfois attribués à un auteur. Les fabliaux du Moyen-Âge, ils sont reconnus pour être de courtes histoires, plutôt drôles, grivoises, à contre-pied de la littérature courtoise. Là c'est une littérature plutôt populaire, des moines paillards, des femmes plutôt nymphomanes, plutôt drôle, plutôt facile à lire. Alors mon a priori sur le Moyen-Âge, j'ai toujours eu des a priori, mais depuis l'année dernière et ma découverte des romans du cycle arthurien, mon avis a un peu changé sur la question. J'apprécie de plus en plus la littérature du Moyen-Âge. Et les fabliaux, franchement j'ai passé un bon moment à les lire, mais j'avais une appréhension. Je vais pas dire que c'est du Rabelais parce que c'est très différent, mais l'effet est un peu le même. Pour moi, bonne lecture, et c'est une lecture assez facile que recommander, je dirais, à tout lecteur. Pour la Renaissance, donc le XVIe siècle, on a l'œuvre de Louise Labbé. Alors pourquoi ça s'appelle œuvre? Parce qu'il y a un ensemble de textes qui sont très différents. On a le débat de Folie et d'amour, on a un ensemble de 24 sonnets avec aussi 3 élégies il me semble, des poèmes que d'autres poètes ont écrits à Louise Labbé. Alors Louise Labbé elle a une œuvre très concise, hein, tout tient là-dedans et encore c'est pas tout le volume. J'ai énormément entendu parler de Louise Labbé au cours de ma scolarité et notamment ces dernières années en tant qu'étudiante de lettres modernes. Je savais que ce serait un passage obligé, donc j'avais envie de la découvrir et pour autant je savais que c'était de la poésie renaissante, ce qui a priori ne m'intéresse pas tant que ça. Finalement j'ai bien aimé, surtout le débat de Folie et d'amour j'avoue, et puis il y a un sonnet, le fameux sonnet là, Je vis, je meurs, c'est le 9e sonnet. On est dans la droite lignée du pétrarchisme, sauf que là c'est une femme, pleure ses amours déçus. Bah j'ai plutôt bien aimé, franchement ça se lit pareil assez facilement. Pour le XVIIe siècle, mon siècle favori, alors là on a un pavé, un monstre de la littérature, L'Astrée d'Honoré d'Urfé. Alors heureusement on a que la première partie parce que pour ceux qui ne sauraient pas, L'Astrée c'est un roman baroque qui fait plus de 2500 pages, donc pour vous donner une idée c'est l'équivalent de la recherche de Proust. On nous donne la première partie à lire, je crois qu'il y a 5 tomes en tout, et par tome on a une douzaine de parties, donc vous voyez là j'en suis à cet endroit là mais je me suis perdue dans la lecture. J'avais énormément envie de lire L'Astrée. Quand j'ai vu qu'il était au programme je me suis dit mais
trop bien parce que c'est pas le genre de livre dans lequel tu vas te lancer si t'es pas obligé, franchement, faut le dire. Mais en même temps, je me dis qu'en tant que spécialiste de lettres, ce serait un passage obligé, un peu comme le Louise Labbé. J'aime bien, mais en même temps, il y a énormément de personnages, énormément d'intrigues, c'est très touffu, il y a beaucoup de retours en arrière, d'histoires passées, d'intrigues dans l'intrigue. C'est très complexe à lire, vraiment. En plus, là, c'est la version non modernisée. Il y a des pièces de poésie qui sont introduites dedans, des sonnets, des lettres, c'est vraiment du baroque quoi, c'est le foutoir là-dedans. J'aime bien parce que voilà, c'est de la littérature amoureuse, des petites histoires, un tel aime un tel, mais un tel ne l'aime pas, mais un tel se sent trahi. C'est plutôt le genre de littérature que j'aime et en même temps c'est difficile d'accès et je sens que je vais être obligée de le lire plusieurs fois, de regarder des résumés, etc. Mais je suis contente de l'avoir au programme au XVIIIe siècle avec notre très cher Prévost. Prévost, je le connaissais évidemment pour Manon Lescaut. J'avais bien aimé Manon Lescaut, j'avais même beaucoup aimé. Et je savais pas que Prévost avait écrit d'autres ouvrages, dont Histoire d'une Grecque moderne. Pour moi, c'est l'équivalent de Manon Lescaut en Orient. On voit les prémices de l'orientalisme qui va se développer tout au long du 19e siècle, hein, cet attrait pour l'Orient, pour l'exotisme, pour l'étranger. Donc là, c'est l'histoire d'un homme, comme dans Manon Lescaut, qui tombe amoureux d'une grecque, d'où le nom grec. Alors je sais pas pourquoi moderne, mais grec, qui est dans un harem, des amours impossibles. Moi ce que j'aime beaucoup avec Prévost, c'est qu'on a la dimension rétrospective, l'analyse de soi, un roman mémoire. J'étais curieuse de découvrir cet ouvrage et j'ai bien aimé. Pareil, il se lit quand même relativement facilement, même si la langue de Prévost est pas évidente du tout. Pour le 19e siècle, on retrouve notre très cher Baudelaire. Ce qui est intéressant avec Prévost et Baudelaire, enfin avec le programme globalement de cette année en tronc commun, c'est qu'ils ont pris des auteurs très connus, mais ils ont pris des œuvres qui étaient moins connues de ces auteurs. Je viens de m'apercevoir au moment de monter cette vidéo que j'ai omis de vous parler des écrits sur l'art de Baudelaire et de l'œuvre choisie pour le XXe siècle. Donc je vais faire ça rapidos maintenant. Les écrits sur l'art de Baudelaire en fait sont les premiers ouvrages publiés de Baudelaire, puisque Baudelaire avant d'être poète, pour gagner sa vie, il était critique d'art et il critiquait notamment, enfin critiquait dans le sens analyser, donner son avis sur les grands salons, ces expositions qui étaient faites en intérieur, de peinture, de sculpture, de gravure et aussi d'artistes. Il affectionnait énormément Eugène Delacroix par exemple. Il y en avait d'autres qu'il aimait un peu moins. Ce que j'ai bien aimé dans ses critiques d'art, c'est qu'il a vraiment un franc-parler incroyable. Quand il aime, il le dit, mais quand il aime pas, il le dit aussi. Il n'hésite pas à se moquer un petit peu des gens qui le critiquent. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Mais parfois, j'ai trouvé que c'était un peu longuet. Et globalement, ça a été une belle découverte. Et c'était intéressant de voir Baudelaire sous l'angle de l'art et de voir qu'en fait, il a énormément de connaissances plastiques, esthétiques. Et que c'est pas seulement un poète, mais c'est aussi un critique d'art. Pour le XXe siècle, nous avions deux petites pièces de théâtre de Nathalie Sarraute, alors vraiment qui sont très très fines. Et chez Nathalie Sarraute, comme souvent, c'est encore une fois une réflexion sur le langage. J'avais déjà eu l'occasion de lire Tropisme en Cagne, puisque c'était au programme de l'ENS 2020. J'avais moyennement aimé parce que je trouvais que c'était assez pauvre du point de vue de l'intrigue, et en effet ça l'est parce que c'est pas l'objet de ce genre d'ouvrage, vraiment sur une réflexion sur la communication, sur le langage, sur ce que c'est que s'exprimer. J'ai lu ces pièces avec facilité, hein, ça se lit en 1 heure, mais j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose, mais il y avait des moments qui étaient quand même assez drôles, ou en tout cas assez profonds aussi. Encore une fois, c'est pas le genre de littérature dans lequel j'aime me plonger, mais c'est une découverte, à l'étudier ça va aussi être intéressant. Globalement, le programme de tronc commun, je le trouve assez cool. Celui de cette année m'attirait plutôt, et en définitive, j'ai plutôt aimé. Je pense que je vais encore plus aimer les étudier, mais tout ça reste à voir. Alors ensuite, on va passer au programme de littérature comparée. Alors la littérature comparée en fait c'est une discipline que je n'ai jamais faite puisque je ne suis jamais allée en licence de lettres modernes ni en master de recherche lettres modernes, j'ai échappé à tout ça. La littérature comparée c'est tout simplement la mise en rapport de textes d'origine géographique et linguistique différentes. À l'agrégation de lettres modernes on a 2 programmes de littérature comparée qui comportent chacun 3 livres regroupés autour d'un même thème. Les thèmes sont renouvelés tous les 2 ans. Il y a donc un thème sur 2 qui est renouvelé chaque année.
Le thème conservé, c'était théâtre de l'amour et de la mémoire, et on a donc 3 œuvres. D'abord, je pense que c'est la seule œuvre de tout le programme que j'avais déjà lu et vu aussi en film, c'est Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Alors Shakespeare, c'est un de mes dramaturges favoris, j'adore la littérature anglo-saxonne. Pour moi, c'est le maître des tragédies, le maître de la tension, mais aussi le maître des comédies. Le songe d'une nuit d'été, c'est une comédie, je dirais, fantaisiste, avec des fées, beaucoup d'humour. J'aime beaucoup aussi le film avec Michelle Pfeiffer, version originale d'un côté, en anglais élisabétain. De l'autre côté, on a la traduction. C'est une pièce que j'ai lue très rapidement parce que je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour et de subtilité aussi qu'on peut percevoir dans le texte d'origine. J'adore l'anglais. L'anglais même pas trop, mais moi j'adore l'anglais, donc je suis contente qu'il y ait une œuvre anglo-saxonne au programme cette année, ça doit être la seule. Ah non, il y a aussi une autre dans l'autre programme de comparer, mais j'y reviendrai. Très contente que ce soit au programme. Dans toujours ce même thème, on a une pièce de l'italien Luigi Pirandello, Comme tu me veux. Donc pareil, une pièce très courte qui se lit facilement. À l'origine, j'étais assez intriguée parce que je me suis dit c'est une pièce italienne, j'adore l'Italie, la culture italienne, la littérature italienne, je connais pas trop et donc ça m'intriguait vraiment beaucoup. J'adore la langue italienne par contre. On n'a pas la version d'origine. Cela dit, j'ai été un peu déçue parce que l'histoire était pour moi un peu absurde, très étrange, et j'aime quand les schémas sont plutôt traditionnels, classiques, et là l'intrigue partait un peu bizarrement. À voir ce que ça va donner, mais ça m'a pas forcément ultra convaincue. Heureusement que c'était une petite pièce et que ça se lisait assez vite, assez facilement. Et le dernier ouvrage dans cette thématique là, donc encore du théâtre, un programme axé autour du théâtre, donc ça c'est cool parce que le théâtre on l'aborde finalement assez peu je trouve dans les concours, et là cette année le théâtre est remis à l'honneur et à l'agrégation et à l'ENS. D'ailleurs si vous voulez voir mon avis sur le programme de l'ENS, je l'ai fait dans un précédent live. Dernier livre qu'on a à lire, c'est Le théâtre de Kalidasa. Alors là c'est énorme, mais en réalité en fait il n'y a que 3 pièces à lire et elles se lisent assez vite, assez bien. Ce sont des pièces écrites par Kalidasa. Wow. C'est un peu l'équivalent d'Homère pour la littérature occidentale, sauf que là donc c'est de la littérature indienne, de cette ère géographique là. C'était traduit du sanskrit. Alors je suis très contente qu'on ait cette œuvre là au programme. À l'origine ça m'intriguait beaucoup parce que j'adore l'Asie, et en particulier l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est. C'est un pays que je rêve de visiter, c'est un pays dont la culture m'attire énormément. J'ai finalement bien aimé lire ces pièces. Alors je crois 3 pièces qui se ressemblent beaucoup, et par les thématiques et par les schémas narratifs. Et ce qui est compliqué c'est le nom des personnages, les références. Heureusement qu'on a plein de notes à la fin du bouquin qui font que ce volume est absolument énorme. On plonge vraiment dans l'Inde antique. Et je finirai donc par le second programme de littérature comparée. Donc là c'est un nouveau programme qui a pour titre Roman du réalisme magique. Alors le réalisme magique c'est un mouvement ou sous-mouvement littéraire. Je sais pas si c'est un mouvement ou un genre, parce qu'en réalité on pourrait dire que c'est un mouvement parce que c'est ponctuel, et on pourrait aussi dire que c'est un genre, un sous-genre romanesque. Comme son nom l'indique, c'est une forme de réalisme mais avec l'introduction du surnaturel, de la magie dans l'intrigue. J'ai trouvé que ce qui liait aussi les 3 œuvres au programme, c'était la question du temps et de la génération, enfin des générations, puisqu'en fait dans les 3 ouvrages on retrouve cette histoire de famille, d'héritage, de transmission filiale. On suit en fait une famille ou un personnage sur plusieurs décennies, sur plusieurs générations. D'abord on avait 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui est vraiment, enfin on nous l'a vendu comme ça, l'un des monuments de la littérature espagnole. Très complexe, vraiment j'étais assez intriguée, j'avais envie de le lire, mais pour le coup je l'ai trouvé très complexe, beaucoup de noms, enfin, des personnages qui parfois portent le même nom, beaucoup de retours en arrière aussi. Cela dit, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé certaines histoires, certaines micro-intrigues, mais le tout est tellement touffu et complexe que ça m'a un peu laissé sur ma faim, je dirais. Je m'attendais à vraiment quelque chose de plus frappant en lisant 100 ans de solitude, de la manière dont on me l'avait vendu. Ensuite, un livre que j'ai adoré parce que c'est aussi de la littérature chinoise, c'est La fuite du temps de Yang Liangke, et je pense que je vais lire d'autres ouvrages de cet auteur-là une fois que je n'aurai plus l'agrégation à préparer. J'adore la littérature asiatique et la littérature chinoise particulièrement, la culture chinoise. J'ai adoré. Alors là pareil c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais au moins ils portent pas tous le même prénom. L'ouvrage je trouve porte bien son titre. Enfin, moi j'étais très intriguée par la lecture de cet ouvrage, j'étais super contente qu'il y ait de la littérature chinoise au programme. La seule chose qui me manque finalement dans ces programmes de littérature comparée, c'est de la littérature russe, mais bon on peut pas tout avoir. Cette question du temps, de la fuite du temps à travers les générations, les gens qui courent après le temps et toute la magie qu'il y a. Et je vais finir avec un livre que j'ai pas encore terminé,
au même titre que L'Astrée. Les Enfants de minuit de Salman Rushdie, alors pareil, très connu pour la littérature anglo-saxonne, enfin je l'avais un peu étudié en prépa, mais je l'avais jamais lu intégralement et j'avais envie de le lire parce que pour le coup Salman Rushdie il a une double culture à la fois indienne et anglo-saxonne et son histoire est corrélée à l'histoire de l'indépendance de l'Inde. Les Enfants de minuit, c'est une autobiographie romancée, on va dire, qui est en corrélation, comme je disais, avec l'indépendance de l'Inde, parce qu'en fait, il est né précisément au moment où l'Inde a déclaré son indépendance, et il retrace donc toutes ses origines à travers ce livre. J'ai beaucoup de mal, je dois l'avouer, j'ai beaucoup de mal à le lire, je sais pas, je pense que c'est l'écriture qui fait ça. C'est rare que ce soit une écriture que je n'arrive pas à lire. C'est un langage qui est très métaphorique, très beau, très saccadé aussi, beaucoup de phrases nominales et plein de références qu'on comprend pas trop. Et moi j'ai du mal avec la syntaxe de Salman Rushdie, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Il y a plein de nouveaux personnages, il y a plein d'histoires qui s'entremêlent, il n'y a pas d'origine à cette histoire ni de fin. Je trouve que cet ouvrage est assez morcelé, je le lis par conséquent très lentement. Globalement ces deux programmes de littérature comparée je les trouve assez intéressants. Je sais pas si c'est les questions qui m'intéressent le plus. Ce programme de littérature comparée je trouve qu'il fait le job parce qu'il ouvre vraiment à des univers que je ne connaissais pas ou que je connaissais très peu. J'ai hâte de confronter ces œuvres, voir les liens qui peuvent être faits mais aussi les différences. Ça va être une nouvelle matière en fait pour moi, comme beaucoup de matières pour cette agrégation. Finalement, comme bilan global de ce programme, c'est un programme qui globalement m'enchante assez, que je suis assez curieuse d'étudier surtout. C'est un programme qui est quand même assez long à lire. Là, la phase de débroussaillage elle est complexe et elle va être complexe parce que j'en suis qu'à la première lecture, à la lecture naïve, mais j'ai pas encore fait de résumé, j'ai pas encore lu les introductions, j'ai pas encore fait de contextualisation. Tout ça va se mettre en place mais tout ça va être très long. Globalement c'est un programme que j'ai envie d'étudier. Alors n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire que vous prépariez ou non l'agrégation cette année, me dire ce que vous pensez de ce programme d'agrégation de lettres modernes 2024. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.